Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Voilà, donc on va continuer le cours. Là, on s'était arrêté la dernière fois. Est-ce qu'il y a des questions avant d'entamer la séance du cours d'aujourd'hui par rapport au dernier cours? Oui, Oui, allez-y. euh, bon, la dernière fois, en ce qui concerne le schéma général d'un système téléinformatique, Hein. on a dit que les routeurs ont un frontal pour filtrer les données. Oui. Alors, je me demande pourquoi les modems n'ont pas de frontal. Donc, comment le terminal lié à un modem peut protéger les données reçues? Alors, réponds-moi ta question s'il te plaît. Tu me dis le modem. Pourquoi le modem? Pourquoi le modem n'a pas de frontal? Non, c'est pas le modem ou là, le routeur qui est un frontal. Alors, on va revenir vers le schéma. C'est pas le modem, hein, alors, pour t'expliquer, il faut voir c'est quoi les fonctionnalités d'un frontal. Donc, le frontal est un pare-feu, c'est-à-dire c'est un ordinateur, c'est quasiment un ordinateur, qui va être chargé de contrôler l'information qui entre dans le réseau. C'est-à-dire dès que je suis amené à échanger donc de l'information avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'avec un réseau tel que Internet, j'ai besoin de contrôler l'information qui rentre. Donc c'est pour des raisons de sécurité. Donc comme les équipements qui forment le réseau, ce sont des équipements, des routeurs, ce qu'on appelle des routeurs commutateurs. Donc on a le vis-à-vis c'est-à-dire pour récupérer l'information, c'est un routeur, c'est-à-dire c'est l'équipement qui permet de récupérer l'information. Alors par rapport à l'histoire tel modem, je suis dans le contexte où je suis chez moi, c'est-à-dire je suis chez moi. Je peux mettre un pare-feu chez moi, mais est-ce que j'ai des données sérieuses ou la sensible qui nécessitent d'être contrôlées? Non, parce que le frontal est un équipement qui coûte très cher. Donc là où je vais le placer, c'est pour vraiment sécuriser un réseau global. Là, je ne suis pas dans le contexte où j'ai un réseau, j'allais dire, important qu'il faut sécuriser. Je suis chez moi, je travaille de chez moi. C'est comme si vous, lorsque vous êtes chez vous là maintenant et que vous êtes en train de vous connecter à Internet. Est-ce que vous avez un pare-feu? Non, vous n'avez pas de pare-feu. À moins que si vous ayez vraiment des données, vous avez un réseau très, j'allais dire, très sensible, où il faut sauvegarder, sécuriser un certain nombre de données, là vous allez installer un pare-feu. Mais sinon, vous vous connectez occasionnellement, éventuellement au réseau, ou là au travail, c'est-à-dire au réseau de votre travail, pour faire un certain nombre de traitements, ou la récupérer des informations. Une fois que vous avez terminé, donc vous remplissez. Donc le frontal n'a rien à voir avec le routeur ou le modem. Il a à voir avec sa fonctionnalité, c'est-à-dire je vais le placer lorsque j'ai besoin de sécuriser les données. Mais j'aurais toujours pu mettre un frontal ici et j'aurais mis un modem à la sortie parce que j'ai besoin d'un équipement pour... alors le modem ou là, le routeur sont des équipements d'interconnexion. C'est des équipements qui permettent de vous raccorder à un réseau. C'est tout. D'accord? Est-ce que je réponds à ta question? Allô? Oui, merci. D'accord. Alors, on avance. Donc, j'avais la dernière fois terminé avec les réseaux ad hoc. Donc, on avait explicité les réseaux sans fil. Les réseaux sans fil étaient subdivisés en deux catégories. Les réseaux avec infrastructure, c'est les réseaux cellulaires. Et les réseaux sans infrastructure, c'est les réseaux ad hoc. Alors, avec le développement technologique des réseaux, donc il y a eu l'avènement de nouveaux réseaux applicatifs, c'est-à-dire qui sont destinés pour répondre à des besoins particuliers. Notamment, ces dernières années, on voit l'émergence de ce qu'on appelle les réseaux domestiques, ou là les smart homes, ou bien aussi les e-health, c'est-à-dire la possibilité d'introduire des réseaux dans le milieu hospitalier. À quoi vont servir ces réseaux-là? Ils vont servir à apporter un certain confort aux utilisateurs. C'est-à-dire, si je suis chez moi, je peux interconnecter tous les équipements électroménagers. Ou là, tous les équipements qui fonctionnent avec
en tout cas qui peuvent être automatisés. Je vous donne un exemple. Vous pouvez par exemple faire en sorte que la climatisation soit automatique, c'est-à-dire que la climatisation à travers un certain nombre de capteurs, vous l'aurez programmé, par exemple vous programmez à ce que la température ambiante à l'intérieur de la maison ne dépasse pas 20 degrés. Et donc la clim va s'enclencher dès que la température dépasse ou là est en deçà de cette valeur que vous aurez fixée. Vous pouvez par exemple fixer à ce que l'air à l'intérieur de la maison soit pur parce que vous êtes asthmatique, vous ne supportez pas donc les polluants. Donc dès qu'on constate qu'il y a justement une augmentation de la pollution à l'intérieur de la maison, donc on va enclencher un purificateur d'air pour justement enlever donc les polluants, etc., etc. Je peux parler aussi de télésurveillance, c'est-à-dire que vous allez placer des caméras qui vont automatiquement détecter s'il y a un intrus ou là un voleur qui va essayer de cambrioler votre maison et ils vont enclencher une alerte ou là contacter la police indépendamment de vous, c'est-à-dire qu'ils vont le faire automatiquement. Donc ça c'est ce qu'on appelle les maisons intelligentes, c'est-à-dire les smart homes qui se développent actuellement dans les pays donc en Europe ou là aux États-Unis ou là en tout cas dans les pays développés. Ok, le e-health par exemple, c'est le fait de pouvoir au lieu d'hospitaliser les gens à l'hôpital, donc on va leur permettre d'être hospitalisés chez eux et de les suivre à distance, c'est-à-dire qu'on va mettre des capteurs de température, aussi des capteurs par exemple à la glycémie, donc toutes ces mesures-là vont être envoyées par le réseau vers l'hôpital, donc vers un réseau qui va monitorer, c'est-à-dire qui va surveiller ces gens-là à distance. Donc dès qu'il y a une alerte, par exemple la tension augmente ou là on peut envoyer une équipe médicale vers cette personne-là pour s'occuper d'elle. Donc au lieu d'encombrer les hôpitaux comme c'est le cas par exemple actuellement, parce qu'il n'y a plus de place à cause du corona, donc on peut permettre aux gens d'être soignés chez eux et les suivre à distance. Donc ça c'est ce qu'on appelle les réseaux e-health. Donc il y a pas mal de réseaux maintenant qui se développent par rapport à des applications particulières. On a aussi ce qu'on appelle les réseaux de capteurs sans fil, les Wireless Sensor Network. Ça, c'est des réseaux qui permettent justement de surveiller un champ particulier. Soit un champ, quand je dis champ, c'est pas forcément un champ agricole. Hein. Un champ, c'est-à-dire que c'est une étendue que vous allez monitorer. Ça pourrait être par exemple la surveillance des frontières. Donc actuellement, les frontières, comment elles sont surveillées, c'est avec les moyens humains. C'est-à-dire que vous allez placer des gardes frontières à chaque 100 mètres. Et donc là, ça nécessite énormément de ressources humaines. Donc si vous prenez le cas de l'Algérie, qui a des frontières assez larges, vous ne pouvez pas mettre autant de personnes, surtout dans des conditions difficiles, parce qu'on a des frontières quand même qui se trouvent dans le désert, donc les températures des fois en été donc, peuvent atteindre les 50 degrés. Donc c'est pas évident de placer justement ces ressources humaines et ça a un coût et c'est pas toujours faisable. Donc comment on pourrait introduire les réseaux ici? C'est en plaçant par exemple ce qu'on appelle des détecteurs qui permettent de détecter éventuellement s'il y a des signaux de pas, c'est-à-dire si des intrus émettent des vibrations lorsqu'ils marchent, donc on va détecter ces vibrations-là et on envoie des alertes vers un poste de contrôle. On peut placer des caméras infrarouges, etc., qui permettent de détecter éventuellement les mouvements. Donc là, je vais implémenter des réseaux pour surveiller les frontières. Et dans ce cas-là, j'ai plus besoin du personnel humain, puisque c'est le matériel, le réseau qui va s'occuper de la surveillance. J'aurai besoin simplement de quelques personnes au niveau du centre de contrôle pour justement recevoir les alertes. Et une fois que l'alerte a été déclenchée, je peux éventuellement, grâce aux caméras, m'assurer de l'intrusion. Si je trouve que c'est une intrusion humaine, là je peux envoyer une patrouille pour justement s'enquérir de cette intrusion. Voilà, donc alors pour les réseaux sans fil, je peux aussi trouver d'autres applications. Ça pourrait être par exemple la surveillance des champs agricoles. On parlait tout à l'heure de champs, donc au lieu, par exemple si vous êtes un agriculteur, au lieu de vous réveiller tous les matins, aller vérifier est-ce que vos plantes ne sont pas détruites, ou là les arroser, ou là leur ajouter de l'engrais, je peux aussi là mettre des capteurs, c'est-à-dire des capteurs qui vont mesurer l'hydrométrie, le sol, voir s'il y a des champignons dans le sol,
voir si un certain nombre de facteurs, et en fonction de ces mesures-là, je vais actionner un certain nombre de processus automatiquement, par exemple l'arrosage ou l'introduction d'engrais qui se fait aussi automatiquement en fonction des mesures qui ont été captées. Donc là, c'est une autre application que je peux trouver pour les réseaux de capteurs, etc., etc. C'est-à-dire que je peux avoir plusieurs utilisations pour ce type de réseau. Voilà, ça c'est une illustration d'un réseau de capteurs. Donc, au lieu d'avoir des centaines de travailleurs qui vont travailler dans un champ, là j'ai besoin simplement d'une personne qui va surveiller l'évolution justement des paramètres qui sont captés et qui sont récupérés à partir du réseau de capteurs. Et en fonction de ces paramètres-là, je peux moi décider d'actionner un certain nombre de traitements. Voilà, ça c'est pour les applications des réseaux. Donc on voit bien que avec le développement technologique, les applications se diversifient. C'est-à-dire qu'on va trouver à chaque fois de nouvelles applications, de nouvelles utilisations pour ces réseaux-là. Revenons à des choses basiques maintenant. On a évoqué la dernière fois très brièvement les constituants et matériels d'un réseau local. Là, on va un peu détailler. Qu'est-ce qui est nécessaire pour créer un réseau? Qu'est-ce qu'il nous faut pour créer un réseau? Alors, la première chose, lorsque vous voulez vous connecter, il faut que votre équipement terminal, ce qu'on avait appelé l'équipement terminal de traitement de données, c'est-à-dire soit votre PC, soit votre laptop, etc., il doit être doté d'une carte réseau, ou là ce qu'on appelle le contrôleur réseau. À quoi sert cette carte réseau? Elle va servir à interfacer, c'est-à-dire à raccorder votre ordinateur au câble, lorsqu'on parle de liaison physique. Si ce n'est pas un câble, ça va être l'air. Et dans ce cas-là, il me faut une antenne qui me permet de me raccorder avec le support qui est l'air. D'accord? Donc la carte réseau, elle est nécessaire. La carte réseau, elle n'est pas universelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas une carte réseau pour tous les supports. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes signaux. On n'a pas les mêmes types de signaux. Donc il faut avoir une carte réseau adaptée au signal que je vais générer. Donc vous aurez autant de cartes réseau que vous avez de supports ou là de câbles auxquels vous voulez vous connecter. C'est-à-dire qu'il y aura une carte réseau pour la fibre optique, parce que la fibre optique va utiliser des signaux optiques, c'est-à-dire lumineux, c'est de la lumière. Si vous voulez raccorder à un câble de type câble téléphonique, donc ce sera un courant électrique. Donc il faut adapter les signaux par rapport à ce type de câble. Si vous voulez envoyer, par exemple, par voie sans fil, c'est-à-dire sans câble, là il faudra utiliser des signaux adaptés pour qu'elles puissent être propagées sur l'air. Et donc on avait parlé la dernière fois qu'on a même au niveau de l'air, on n'a pas les mêmes signaux. On a les réseaux Wi-Fi, on a les réseaux Bluetooth, on a les réseaux WiMAX. Tout dépend de la portée que je veux atteindre. Donc là aussi, je peux trouver plusieurs types de cartes réseau. Mais quel que soit le type de support que vous allez utiliser, vous avez besoin d'une carte réseau adaptée à ce support. Ensuite, dans certains cas, je peux avoir ce qu'on appelle les transmetteurs ou les transceivers. C'est quoi les transmetteurs? C'est pour adapter. C'est-à-dire que si je dois changer de support, à un certain moment, le câble TI make fish, un câble fibre optique, où j'ai envie de le prolonger avec un câble, le câble téléphonique. Donc les deux signaux sont différents. Donc il me faut un adaptateur qui permet d'adapter les signaux le câble téléphonique, qui sont des signaux électriques, vers des signaux optiques, c'est-à-dire de la lumière. Donc ça, ce sont des équipements intermédiaires qui permettent justement l'adaptation des signaux. Dans certains cas, je peux avoir besoin de prises murales pour raccorder le câble TI. Les supports physiques d'interconnexion sont les câbles, hein, donc on va trouver tout type de câbles. Et à un certain moment, on peut avoir besoin aussi de concentrateurs. Les concentrateurs, on va les expliquer, ce sont des éléments qui permettent de raccorder plusieurs machines. Ils vont jouer le rôle justement d'intermédiaire. Alors, je vais vous illustrer ces histoires-là. Bon, là, vous voyez, ce sont les cartes réseau qu'on peut trouver. Bon, il y en a pas mal, hein, mais là, je vous ai illustré un certain nombre. Ça, c'est pour ce qu'on appelle les câbles de type téléphone, un câble téléphonique, c'est-à-dire avec connecteur RJ45. Vous en avez un, si vous avez un laptop actuellement, vous devriez trouver
un connecteur, en tout cas une entrée qui ressemble à celle-là. Elle ressemble à celle du téléphone. Donc vous devriez tous avoir au niveau de votre laptop ce connecteur-là, en tout cas cette entrée-là, elle est destinée à raccorder un câble de type téléphonique. D'accord? Ce qu'on appelle le câble réseau. Je peux aussi avoir une carte réseau de type Wi-Fi qui va se présenter de la sorte. Ou là, une carte réseau de type fibre optique qui aura des connecteurs différents. Ou bien les anciennes cartes qui sont adaptées par exemple au câble coaxial. C'est ce qu'on appelle les cartes Ethernet. Hein. Donc elles ont plusieurs connecteurs parce que les réseaux Ethernet peuvent avoir différents types de câbles qui peuvent être accordés. Donc ça c'est le câble, le connecteur coaxial, c'est comme elle est destinée pour le câble coaxial. Le câble coaxial c'est quoi? C'est le câble que vous avez, que vous utilisez pour raccorder votre antenne parabolique, par exemple à votre modem. C'est le même type de câble. Donc on retrouve le même connecteur. Alors le transceiver, voilà un exemple. Ça c'est un adaptateur qui va adapter donc le signal qui vient sur le câble téléphonique et l'adapter en sortie sur un câble en fibre optique. Comme les deux ne transportent pas le même signal, donc j'ai besoin, si je dois les raccorder, d'adapter les signaux. Là c'est une prise, vous avez une prise de type pour les câbles de type téléphonique. Donc là c'est pour les câbles coaxiaux. Donc là vous voyez comment se présente le câble informatique en paire torsadée. C'est celui qui ressemble à peu près au câble téléphonique. Hein. Donc avec le connecteur TAO. Alors le connecteur qui est utilisé dans les réseaux informatiques, il est un peu plus large que le connecteur téléphonique. Le connecteur téléphonique, si vous regardez le nombre de dents que vous avez ici, dans le câble téléphonique, vous en avez 4. Par contre, dans le réseau informatique, vous en avez 8. Il est un peu plus large. Ça, c'est des connecteurs que j'utilise pour la fibre optique. Bon, ici, par rapport aux concentrateurs, on avait parlé de concentrateurs. Donc les concentrateurs, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle les hubs et il y a ce qu'on appelle les switches. Alors à quoi ils servent les concentrateurs? À regrouper plusieurs machines, c'est-à-dire chaque machine va être raccordée à un port ici. Là vous voyez par exemple vous avez 4 ports, là vous en avez 8. Donc si j'ai envie de raccorder un certain nombre de machines pour qu'elles puissent communiquer, donc je ramène un câble, le câble que je mets sur la carte réseau de la machine, et l'autre bout je le mets au niveau de ce concentrateur. Alors physiquement à Hakaya, je ne peux pas distinguer entre le switch et le hub. Ça c'est un hub, ça c'est un switch. C'est-à-dire physiquement ils se ressemblent. Simplement c'est dans le fonctionnement qui diffère. Et on verra par la suite lorsqu'on avancera dans le cours quelle est la différence entre un switch et un hub. Mais sinon visuellement comme ça vous ne pouvez pas dire ça c'est un hub ou là ça c'est un switch. Donc les hubs et les switches ce sont des équipements d'interconnexion, donc ils permettent de raccorder plusieurs machines entre elles pour qu'elles puissent communiquer. Voilà, ça c'est un exemple de constituant que je vais utiliser dans mon réseau. Bon, on peut trouver d'autres éléments qu'on présentera par la suite. Alors, les réseaux locaux, puisque la dernière fois on avait classé les réseaux en 3 grandes classes par rapport à leur dimension. On a les réseaux locaux, les LAN, les réseaux métropolitains, les MAN, et les réseaux larges, les WAN Area Network. Donc, si on s'intéresse aux réseaux locaux, c'est-à-dire les réseaux les plus bas dans l'échelle, donc les réseaux locaux, je peux les présenter dans différentes configurations. C'est-à-dire, comment je vais les raccorder? C'est ce qu'on va appeler la topologie. La topologie physique va désigner la façon dont sont raccordées les machines dans ce réseau-là. Donc, il y a 3 topologies, c'est-à-dire 3 configurations qui ont été souvent utilisées. La première configuration qui a été implémentée dans les premiers réseaux, c'est ce qu'on appelle la topologie en bus. Je l'avais expliqué la dernière fois dans le schéma. Donc la topologie en bus, c'est quoi? C'est que j'ai un seul câble, et en général ce câble-là, c'est un câble coaxial, c'est-à-dire c'est le même câble que vous avez chez vous pour la télé.
Donc ce câble coaxial, vous voyez bien, il va parcourir toutes les machines. Et toutes les machines, elles vont se greffer, grâce à un adaptateur, à ce câble-là. Ok? Donc j'ai un câble qui parcourt tout le réseau. Et donc ça forme, si vous voulez, une ligne de bus. C'est pour ça qu'on parle de topologie en bus. Donc c'est un seul câble qui va alimenter tout le réseau. Ok? Donc ça c'est la première topologie qui a été implémentée dans les réseaux. Par la suite, elle a été abandonnée. C'est-à-dire actuellement, vous allez très peu trouver cette topologie de manière physique, c'est-à-dire de manière câblée. Par contre, on va la retrouver de manière non câblée. Comment de manière non câblée? C'est-à-dire lorsque vous avez affaire à des connexions Wi-Fi. Lorsque vous êtes dans des connexions Wi-Fi, quelque part, vous avez une liaison ou là une topologie en bus. Pourquoi? Parce que l'air, c'est un support. Vous pouvez le considérer comme si c'était un fil. Et lorsque vous ouvrez une connexion Wi-Fi et que vous permettez à plusieurs ordinateurs de vous connecter à vous, c'est comme si vous avez un câble qui relie plusieurs équipements. Donc on est quelque part dans une topologie aussi en bus. Même si le câble ici n'est pas visuel, vous ne le voyez pas, parce que c'est l'air. Mais c'est le même support que vous allez utiliser, c'est un même support qui va être utilisé pour raccorder plusieurs équipements avec une connexion. D'accord? Alors, je disais que cette configuration était très peu utilisée actuellement dans sa version câblée. C'est-à-dire, par contre, dans la version non câblée, c'est-à-dire sans fil, on la retrouve en tout cas dans tous les réseaux sans fil. Alors, c'est la topologie qui a supplanté la topologie en bus et qui a pris le relais, c'est la topologie en étoile. Alors, pourquoi en étoile? Parce que la configuration du réseau que je vais obtenir, elle va ressembler à une étoile. Donc, tout à l'heure, on avait parlé de concentrateurs. On a les concentrateurs, que ce soit des hubs ou là, des switches. C'est ces équipements-là qui vont me permettre justement de construire cette topologie. Donc là, vous voyez, donc chaque machine va être raccordée à un hub. Tout à l'heure, on avait illustré le hub. On a un boîtier avec des ports. Donc chaque port va permettre, grâce à un câble, de raccorder une machine. Ce qui va faire que je vais construire une configuration d'étoile. Ensuite, il se peut que, parce que le nombre de ports, il est limité. Vous avez un hub à 4, à 8, donc il vous permet de raccorder un nombre fini de machines. Vous pouvez par la suite raccorder les hubs entre eux avec un bus, c'est-à-dire en utilisant un câble coaxial ou l'un d'un autre câble. Donc je peux ici avoir une topologie, le réseau HADA et le sous-réseau en étoile, HADA en étoile, et les deux vont former un bus pour être reliés. Là où vous avez une illustration un peu plus réelle, donc là vous voyez ce sont des hubs qui permettent de raccorder plusieurs machines, et les hubs entre eux vont être raccordés avec un bus, un câble coaxial en topologie bus. D'accord? Lorsque vous avez les hubs, par exemple vous avez des salles, hein, vous pouvez avoir des salles, dans chaque salle vous avez un ensemble d'ordinateurs, comme si c'était des salles de TP. Donc dans chaque salle de TP, vous allez mettre un hub pour interconnecter les machines. Ensuite, pour interconnecter les salles entre elles, donc vous faites passer un le bus, ce qui va permettre de raccorder toutes les machines de toutes les salles de TP. Voilà. Est-ce que c'est clair? Bon, je ne rentre pas dans les détails de fonctionnement, parce qu'on le verra par la suite. Hein. C'est simplement retenir a priori ces équipements-là. J'ai besoin d'un certain nombre d'équipements pour assurer ces fonctionnalités et pour construire ces topologies. Oui? Est-ce qu'il y avait une question? Ok, on avance. L'autre topologie qui a été utilisée, c'est une topologie en anneau. Donc l'anneau, comme son nom l'indique, c'est une boucle. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que mes ordinateurs, ils sont raccordés pour former une boucle. D'accord? Et dans l'anneau physique, donc l'information, elle circule toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'elle va passer d'une machine vers une autre, jusqu'à faire une boucle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'anneau. Alors, au départ, lorsqu'on avait implémenté l'anneau, on l'implémentait avec une topologie en anneau, c'est-à-dire réellement, on devait créer une boucle. Mais cette façon de faire posait problème. Pourquoi?
Vous prenez par exemple le réseau de Bebzouar. Imaginez, c'est un réseau qui est grand, c'est-à-dire l'étendue géographique du réseau TAN, elle est grande. Si les deux ordinateurs, d'ailleurs, c'est-à-dire les plus éloignés, واحدة وجاي في الريكتورات الأخرى وجاي في le département informatique. Donc pour fermer la boucle, c'est-à-dire que vous avez connecté toutes les machines, vous devez fermer la boucle. Vous devez rajouter un câble qui fait à peu près 1 km pour que vous ayez l'anneau. Et ça a un coût. C'est-à-dire le fait de créer la boucle en elle-même, ça a un coût parce que vous devez fermer le réseau. Donc, pour pallier à ce problème-là, on a simulé le fonctionnement de l'anneau. C'est-à-dire que, pourquoi le simuler? Parce que dans l'anneau, l'information passe toujours entre un prédécesseur et un successeur. C'est-à-dire qu'il y a un ordre. C'est-à-dire que Hadi, elle ne peut pas envoyer Hadi. Hadi, elle envoie vers le suivant envoie vers le suivant, ainsi de suite. Jusqu'à que l'information revienne vers l'émetteur. C'est comme ça que fonctionne l'anneau. Et en plus, dans l'anneau, on donne un temps de parole. C'est-à-dire, Hadi a un temps de parole pour envoyer ses messages. Lorsqu'elle termine, on donne le temps de parole à la deuxième, etc. Donc, c'est un fonctionnement. Pour justement simuler le fonctionnement de cet anneau physique, on l'a simulé avec ce qu'on appelle l'anneau logique. C'est-à-dire qu'on a remplacé la boucle par un concentrateur, ce qu'on appelle un répartiteur. Donc, le répartiteur, il fait la même chose que si j'avais un anneau physique. C'est-à-dire qu'il va, l'information, lorsqu'elle veut aller, par exemple, d'une machine à une autre, elle va supposer qu'il y a un ordre. C'est-à-dire qu'elle doit passer par celle-là, ensuite par celle-là, ensuite par celle-là. Et le répartiteur aussi, il va donner les temps de parole aux différentes machines. Donc, on va simuler le même fonctionnement que si j'avais un anneau physique. Là, on parle, c'est-à-dire la topologie physique, c'est une topologie en étoile, parce que j'ai un concentrateur et j'ai les machines. Mais on parle aussi de topologie logique. La topologie logique, c'est le fonctionnement. Donc le fonctionnement de ce réseau-là, ce n'est pas en étoile, il fonctionne en anneau. C'est-à-dire, même si physiquement, ce qu'on appelle la topologie physique, c'est-à-dire réellement comment sont disposées les machines, c'est en étoile, mais le fonctionnement qu'on appelle la topologie logique, elle fonctionne selon l'anneau. Donc on va faire un distinguo, et on va revenir sur cette notion de topologie logique par la suite. Donc la topologie physique, c'est la façon dont sont disposées les machines physiquement, mais la topologie logique, c'est comment fonctionne le réseau. Ok, donc là on a une illustration entre la topologie physique et la topologie logique. Donc topologie physique ici, c'est anneau, là c'est étoile, mais topologie logique pour ce réseau-là, elle est en anneau, parce qu'il fonctionne comme l'anneau. Voilà. Alors, maintenant, rien n'empêche de créer votre propre topologie. Parce que ça, ce sont des topologies qui ont été souvent implémentées. Mais vous pouvez, en rajoutant des cartes réseau, créer des topologies spécifiques par rapport à votre réseau. D'accord? Donc, on peut considérer, par exemple, ce qu'on appelle une topologie maillée, c'est-à-dire une machine qui est raccordée à toutes les autres. Ou d'autres topologies hiérarchiques, c'est-à-dire qu'il y a un point central, ensuite on a des ramifications sous forme d'arbre. Donc je peux envisager tout type de topologie si le besoin se ressent. Donc tout dépend de ce que vous voulez créer. Ok, donc on a terminé cette partie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, monsieur. Ok, apparemment c'est clair. Donc retenez simplement justement qu'il y a 3 topologies principales qui sont utilisées. Donc je vais récupérer le second cours. Alors on va passer à autre chose, c'est la normalisation. Qu'est-ce qu'évoque pour vous le mot normalisation ou norme? Est-ce que vous avez entendu parler de ce terme, norme, normalisation? Quelle est la définition que vous donnez à norme? Ce sont des normes
respecter, des règles à respecter pour construire un réseau, mettre en œuvre un réseau. Voilà, c'est-à-dire que c'est des... Alors, pourquoi des règles? Pourquoi des règles? Pour que ce soit uni, كامل يكون عندهم بالك la même structure générale. Et s'il n'y avait pas la même structure générale, s'il n'y avait pas les mêmes règles, c'est quoi le problème? Voilà qu'on a, bon, c'était pas كامل dans un seul sens. كل واحد يولي يدير. Et alors, si vous avez par exemple des ordinateurs ou là, des équipements qui ne respectent pas la même règle, c'est quoi le problème? peut-être بعد كي يكون يخدموا كاش حاجه كاش بروغرام ولا كاش حاجه يحبوا يخدموا بها ما تمشيش معاهم كامل. Voilà, donc vous allez avoir ce qu'on appelle une incompatibilité. Alors, sachez que pendant longtemps, c'est-à-dire vous êtes né peut-être après les années 2000, mais avant les années 2000, se posait le problème de la normalisation, c'est-à-dire la compatibilité des équipements. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de constructeurs, beaucoup de fabricants d'équipements en général, c'est-à-dire vous avez Dell, vous avez HP, vous avez IBM, toutes ces grandes firmes Hadouma. Dans le temps, lorsqu'elles fabriquaient les équipements TEHA, que ce soit le matériel ou là, même les logiciels, même les OS, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation, tous ces éléments-là étaient incompatibles. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas raccorder, par exemple, des équipements Dell avec des équipements HP. Le système d'exploitation HP était différent du système d'exploitation qui fonctionnait sur Dell ou là sur IBM, etc. Donc, tous les grandes sociétés ou là, les grands fabricants avaient leurs propres produits propriétaires, c'est-à-dire qu'ils fabriquaient leurs propres solutions. Et ces solutions-là étaient incompatibles parce qu'elles ne respectaient pas les mêmes règles et les mêmes normes. Et donc, si vous étiez une entreprise, vous achetez du matériel, par exemple, chez Dell, vous devez toujours acheter chez Dell. Parce que si vous avez un dommage ou vous avez un problème, eh ben, il fallait acheter la pièce de Dell. D'accord? C'est-à-dire, même les systèmes d'exploitation, il faudrait qu'ils soient adaptés par rapport à cet équipement-là. Les programmes aussi. Parce que les programmes, tous les programmes qui doivent fonctionner, par exemple les utilitaires, etc., doivent s'adapter à ce système d'exploitation. Donc, je n'avais pas la possibilité de récupérer d'autres solutions. Et là, ça posait un problème. C'est-à-dire, lorsque j'étais amené à interconnecter les réseaux, il fallait créer créer ou implémenter des équipements qui permettaient la traduction de ces normes-là, ou là, de ces règles-là, parce que j'avais plusieurs règles. Et donc, c'était infaisable. C'était à un certain moment, avec le nombre de fabricants, le nombre de normes qui était assez important, il fallait régler ces problèmes-là. Et donc, on a normalisé. Donc, normaliser quoi? C'est-à-dire que tous les fabricants, ils se sont mis, ils ont créé des comités et ils ont décidé d'établir ou d'utiliser les mêmes procédés ou les mêmes standards ou les mêmes règles pour que ce soit le côté hardware ou le côté software. C'est-à-dire que ce soit les systèmes d'exploitation ou la façon dont doit fonctionner par exemple la CPU ou l'ordinateur lui-même, ou bien lorsque je dois transporter sur les réseaux, comment je dois transporter, est-ce que j'utilise les mêmes formats. Donc il fallait adapter tout ça. Et donc ça, c'est la phase de normalisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le matériel que vous allez trouver sur le marché, il est compatible. C'est-à-dire parce que les fabricants se sont normalisés, ils ont utilisé les mêmes procédés. À part certains. C'est-à-dire que vous trouvez par exemple Macintosh de Apple, qui garde encore ses propres spécificités. Même s'il a essayé un peu de s'adapter par rapport à certains normes, mais il garde quand même des solutions qui lui sont propres. Et vous avez aussi certains domaines, notamment le domaine militaire ou le domaine scientifique qui m'a la NASA, qui m'a le DOT, c'est-à-dire le département de défense américain, qui les secteurs sensibles, ils préfèrent utiliser des solutions non compatibles. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire dans le réseau ou à l'intérieur de leur organisation, ils vont utiliser des équipements qui ne sont pas compatibles. Non pas que ça ils sont contre justement la normalisation, non, c'est qu'ils veulent se protéger contre l'extérieur, c'est-à-dire que s'ils sont amenés à être connectés à l'extérieur, donc ils vont minimiser justement les attaques ou là les piratages. Donc dans certains cas, il est clair que la normalisation elle apporte un plus parce qu'elle permet d'homogénéiser les équipements ou là les solutions, mais elle permet aussi de favoriser justement les attaques ou là le piratage, parce que toutes les solutions qui fonctionnent, elles sont les mêmes, donc c'est plus facile à les attaquer ou là à les pirater. Par contre que si vous avez du matériel ou là
un software qui est différent ou là, qui est inconnu, vous ne pouvez pas l'attaquer ou là, le pirater. Donc ça a des avantages et ça a des inconvénients. Alors, donc on avait dit que la normalisation, c'était pour rendre les équipements compatibles. Et on a créé plusieurs organisations. Donc actuellement, il y a plusieurs organisations qui s'occupent de la normalisation. Vous avez l'UIT qui s'occupe de tous les problèmes de télécommunication, c'est-à-dire comment représenter les signaux, etc. Donc tout ça, c'est au niveau de cette organisation. Vous avez l'ISO, dont vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de l'ISO. Donc c'est tout ce qui est process de fabrication, mais aussi dans le cas informatique, c'est tout ce qui est protocole, etc. Donc qui sont normalisés au niveau de cette organisation. Vous avez l'I3E qui, elle, s'occupe de tout ce qui est normalisation carte réseau, c'est-à-dire tous les problèmes liés aux cartes réseau, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un réseau qui est créé, quel qu'il soit, on a par exemple les réseaux Wi-Fi, les réseaux à 200 fils, c'est des nouveaux réseaux qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc avant de créer ces réseaux, le Hadoma Wi-Fi et le Bluetooth, il fallait créer les normes, c'est-à-dire comment vont fonctionner ces réseaux-là, avec quelle fréquence je vais envoyer. Et donc c'est au niveau des I3E qu'on va créer des comités. À chaque fois qu'il y a un nouveau réseau qui est créé, donc les fabricants et les cartes réseau vont se rencontrer et ils vont se mettre d'accord sur une façon de fabrication. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas avec la norme, votre carte réseau ne pourra pas être compatible avec les autres. C'est-à-dire que si vous essayez de faire communiquer deux machines qui utilisent une carte réseau Wi-Fi, si la carte réseau que vous avez achetée n'est pas dans la norme, il n'y aura pas forcément d'échange de données. Donc il faudrait que toutes les cartes réseau, quel que soit leur fabricant, utilisent le même procédé. Alors, le premier chantier, parce qu'on a, avant qu'il y ait la normalisation, il y avait quasiment, c'était le grand n'importe quoi, c'est-à-dire que chacun faisait ce qu'il voulait. Le premier chantier qui a été ouvert, lorsqu'on a normalisé, c'est de créer une pile protocolaire ou justement qui pouvait accepter tout le monde. Parce que les protocoles de communication, c'est la première chose qui vous permet, en tout cas c'est l'outil, le premier outil que vous allez installer au niveau de votre ordinateur, qui vous permet de communiquer avec l'extérieur. D'accord? Et lorsque vous voulez connecter deux machines, il vous faut des protocoles, c'est-à-dire des langages qui permettent justement de transférer l'information vers le destinataire. Si vous n'avez pas ces protocoles, si vous n'avez pas ces procédures-là, vous ne pouvez pas transmettre la donnée. Et donc on avait dit que dans le temps, chaque fabricant avait ses propres protocoles. Donc ce qui fait qu'on ne pouvait pas interconnecter les machines entre elles. Donc le premier chantier qui a été ouvert, c'est de créer ce qu'on appelle un protocole commun, c'est-à-dire un protocole ouvert à toutes les machines et tout le monde devait respecter. En fait, quand ce n'est pas réellement un protocole, c'est un cahier de charge. Ce que j'entends par cahier de charge, c'est des recommandations. C'est-à-dire, on vous dit comment on devrait justement implémenter ces protocoles pour que justement les machines puissent communiquer entre elles. Et donc, ce cahier de charge est appelé OSI, pour Open System Interconnected, c'est-à-dire les systèmes ouverts interconnectés. Alors, OSI, c'est ce qu'on va voir actuellement, c'est un modèle donc, qui est constitué de 7 couches, c'est-à-dire de 7 protocoles. Comment on peut le voir avant de l'expliquer dans le détail? C'est comme si vous êtes un programmeur, c'est-à-dire vous cherchez à programmer. Vous avez fait, je crois, en première année algorithmique, vous faites algorithmique. Est-ce que vous avez fait les procédures? Est-ce que vous avez fait les procédures en première année? Non? les étudiants, monsieur mais voilà, mais vous savez c'est quoi une procédure, vous savez a priori, même ceux qui n'ont pas fait. Donc, lorsque vous programmez, soit vous faites un programme, c'est-à-dire un main programme, c'est-à-dire un programme plat, c'est-à-dire que vous allez mettre toutes vos instructions dans ce programme-là. Maintenant, vous pouvez avoir une autre vision, c'est-à-dire que de faire votre programme de manière hiérarchique, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez un problème, vous le mettez dans une procédure, c'est-à-dire que pour ne pas encombrer votre programme principal, vous allez rassembler des parties de code dans ce qu'on appelle des procédures. Et donc, vous faites appel à cette procédure-là avec des paramètres pour traiter un problème particulier. C'est comme ça la vision, le modèle OSI. C'est-à-dire, j'ai une procédure principale, c'est celle qui me permet d'accéder au réseau. Ensuite, à l'intérieur de cette procédure, pour régler des problèmes particuliers, je fais appel à une procédure imbriquée. Dans la même procédure imbriquée, quand je termine de régler le problème,
elle peut faire appel à une troisième procédure, et ainsi de suite. Donc j'ai 7 procédures dans mon programme. Et ces procédures-là sont imbriquées. Chaque procédure, à son niveau, elle va régler un problème particulier. Donc on va le voir à travers le schéma. Donc, applique les procédures. J'ai la procédure application, que j'appelle la couche application. J'ai ensuite, et elle fait appel à la couche présentation. La couche présentation fait appel à la couche session. La couche session fait appel à la couche transport jusqu'à arriver à la couche physique, qui est la procédure la plus basse, c'est-à-dire que je vais retrouver dans le niveau le plus bas de ma pile. Alors, vous allez me dire ça c'est beau, mais c'est quoi, ça se réfère à quoi par rapport à la réalité? C'est que vous, lorsque vous voulez vous connecter au réseau, par exemple, vous voulez récupérer une page web. Quelle est l'interface qui vous permet de récupérer ou là d'envoyer la requête? C'est le navigateur. C'est-à-dire vous allez vers un navigateur tel que Chrome ou Opera ou etc. Et vous envoyez la requête. Donc la procédure que je vais retrouver ici, c'est le navigateur qui va se situer au niveau de la couche application. C'est-à-dire c'est l'application. C'est l'application qui me permet d'accéder au service réseau. D'accord? Ça c'est le navigateur. Maintenant, vous en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas idée de l'existence du réseau où il y a des problèmes qui sont réglés. C'est-à-dire que les problèmes, tous les problèmes qui ont nécessité de récupérer la page web, elles sont transparentes pour vous. C'est-à-dire que vous ne les connaissez pas. Si vous n'êtes pas informaticien, vous ramenez vos parents qui ne sont pas informaticiens, vous leur dites taper telle requête, ils vont voir le contenu de la page qui est affiché. Mais pour eux, ils ne savent pas si la page elle a été sauvegardée au niveau de votre ordinateur ou là, elle a été récupérée de l'extérieur. Je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire je ne vois pas les problèmes qui ont été réglés. En fin de compte, les problèmes, ils sont réglés au niveau des différentes couches. D'accord? C'est-à-dire que au niveau applicatif, à un certain moment, j'ai besoin d'adapter, c'est-à-dire de préparer l'information pour qu'elle puisse être compatible avec le réseau. C'est ce que va faire la couche présentation. En bas de la couche présentation, elle a besoin de connecter l'application distante qui se trouve sur la machine où j'ai envie de récupérer l'information. Donc, elle va faire ce qu'on appelle une connexion session. En bas, pour surveiller le réseau, est-ce que le réseau fonctionne correctement, je fais appel à la couche transport. En bas, pour transporter les données sur le réseau, je dois faire appel à la couche réseau pour faire ce qu'on appelle le routage. En bas, pour vérifier est-ce que les données sont envoyées sans erreur, etc. Donc, je fais appel à la couche liaison. Ensuite, la couche physique qui est la plus basse, c'est elle qui va être amenée à transformer la séquence binaire sous forme d'un signal, un signal électrique ou là, un signal radio, sous forme d'onde radio, etc. Au niveau du support auquel elle est connectée. Donc là, vous voyez, ce sont des traitements spécifiques qui sont réalisés au niveau de chaque couche. Bon, on va détailler par la suite chacune de ces couches-là. Sachez simplement qu'il y a des couches qu'on appelle ici les 3 protocoles, les 3 couches à domaine, 3 procédures. C'est les couches orientées traitement. Les couches basses, c'est les couches orientées transmission. Pourquoi traitement? Parce que les 3 procédures, elles vont s'occuper de préparer l'information pour qu'elle puisse être envoyée sur le réseau. C'est-à-dire que là, je ne règle pas les problématiques du réseau ou de transport. Je prépare l'information pour qu'elle puisse être envoyée. D'accord? Entre les deux ensembles de couches, j'ai la couche transport. Elle va jouer le rôle d'intermédiaire. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va surveiller le réseau par rapport à ce qu'a demandé l'application. Les couches orientées transmission, réseau, liaison physique, c'est elles qui vont s'occuper des problématiques de transport. C'est-à-dire comment transporter l'information de l'émetteur vers le destinataire. Alors, j'ai mis là un équipement intermédiaire. Pourquoi? Parce que l'émetteur A et le récepteur P ne sont pas forcément dans le même réseau. Et ne sont pas forcément voisins. C'est-à-dire que j'aurais besoin peut-être de passer par plusieurs équipements intermédiaires. Là, j'en ai mis simplement un, mais il peut en avoir plusieurs. Donc, les éléments intermédiaires, c'est ce qu'on appelle les routeurs commutateurs qu'on avait illustré la dernière fois dans le schéma général. Donc, le rôle des équipements Hadoma, c'est d'assurer le routage, c'est-à-dire comment trouver un chemin qui aille de A vers B pour transporter l'information de A vers B. C'est le rôle des commutateurs routeurs. Les commutateurs routeurs ont besoin simplement d'avoir
les 3 dernières couches, parce que le rôle tahom, ce n'est pas de récupérer l'information de la traitée. Elles sont censées simplement transporter l'information. Donc elles n'ont pas besoin d'avoir les couches, les procédures hautes. J'ai besoin d'avoir les procédures hautes, sauf si j'étais une machine qui doit remonter l'information pour l'afficher. Pourquoi? Parce que l'information, en fin de compte, elle circule comme ça. Elle descend les couches, elle traverse le circuit. Si elle trouve un routeur intermédiaire, elle remonte ici pour régler le problème de routage. Ensuite, elle passe d'un routeur à un autre jusqu'à arriver à la destination. Et là, la destination la remonte jusqu'à la couche application. Et là, c'est là où vous, par exemple, si c'était une requête, elle remonte ici, elle est traitée. La réponse va faire le chemin inverse, elle va descendre, elle revient, etc. D'accord? Donc ça, c'est la façon dont est traitée l'information lorsque cette information traverse les différentes couches. Alors, petite remarque ici, chaque couche va utiliser un protocole. C'est quoi un protocole? C'est un langage de communication. C'est-à-dire que si je suis là, si je suis au niveau de l'application, tout à l'heure, la vision antérieure, en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire c'est moi qui envoie la requête. Là, pour moi, je suis en train d'interroger, par exemple, un serveur. Quand je veux interroger Google, je sais que je vais interroger Google. Donc pour moi, je suis en train de dialoguer directement avec le serveur de Google. Donc je n'ai pas idée de l'existence du réseau. C'est-à-dire pour moi, le vis-à-vis avec qui je suis en train de communiquer, les bateaux, la requête de recherche, c'est le serveur de Google. C'est comme si je communique avec lui. D'accord? Donc, j'ai un protocole. Alors, dans le cas du web, c'est un protocole HTTP que vous invoquez à chaque fois, qui va transporter vos requêtes. Donc, j'ai un dialogue qui se fait avec le serveur. Donc, pour moi, il y a un protocole de communication de bout en bout, ce qu'on appelle de bout en bout, end-to-end, c'est-à-dire qui va se faire entre moi et l'utilisateur. Ça ne veut pas dire que la communication elle est horizontale, la communication elle se fait toujours verticale, mais c'est une façon, c'est une vue d'esprit, c'est-à-dire comment moi je vois les choses quand je suis ici, quand je suis l'utilisateur applicatif. Là aussi, c'est-à-dire au niveau de ces trois couches, on a des langages de communication de bout en bout. Si je suis là, par exemple, les couches, les procédures, elles dialoguent avec les voisins, c'est-à-dire pour régler le problème de routage, chaque procédure ici, elle va dialoguer avec le prochain équipement auquel elle est connectée. Donc c'est ce qu'on appelle des protocoles adjacents, c'est-à-dire que avec le prochain voisin et non pas avec la machine finale. Donc les procédures, elles vont faire en sorte une communication de bout en bout, c'est-à-dire entre l'émetteur et le destinataire final. Par contre, elles vont fonctionner entre un équipement et le prochain voisin auquel elle est raccordée. Alors, pour vous illustrer a priori cette histoire, pour que vous compreniez bien, imaginez que vous ayez deux grandes entreprises. Là, j'ai un directeur, là c'est sa secrétaire, là c'est voilà, la machine à écrire, là c'est le service postal, etc. Donc j'ai les 7 couches. Là c'est le service transport du courrier, et ça c'est l'envoi physique du courrier. Donc en tant que directeur, si j'ai envie d'envoyer par exemple un courrier vers un ami qui est aussi un autre directeur d'une autre entreprise, je ne vais pas moi-même écrire le courrier. C'est-à-dire que je vais appeler la secrétaire qui va venir et je vais lui narrer, je vais lui dicter, voilà, tu m'envoies le courrier à tel, il est à telle adresse, etc. Et je lui narre le contenu. Donc elle va prendre note. Une fois qu'elle prend note, elle va préparer le courrier, c'est-à-dire qu'elle va faire appel à sa machine à écrire pour taper le courrier. Elle va mettre la lettre dans une enveloppe, et l'enveloppe, elle va mettre des adresses. L'adresse à le destinataire. Ensuite, il y a le service courrier qui va transporter le courrier vers la prochaine, vers la poste. Et la poste, donc on va récupérer le courrier, donc on a besoin. Tout dépend où se trouve le destinataire final. S'il se trouve dans le même pays, donc on va voir dans quelle wilaya. S'il se trouve dans un pays différent, il faut passer par différents services de poste. Donc on peut éventuellement prendre par exemple la route, on peut prendre l'avion, donc ça c'est les routeurs, c'est-à-dire à un certain moment, donc on va remonter l'information vers la couche réseau, ce qu'on avait nous appelé la couche réseau, pour voir l'adresse, c'est-à-dire vers où va être destiné, pour router justement ce courrier-là vers le prochain
le prochain service postal. D'accord? Si c'est vers les États-Unis, peut-être que ça va passer par la France. Donc le courrier va passer par la France parce qu'il n'y a pas de vol direct avec les États-Unis. Donc je passe par la France. Pas de la France, elle va envoyer le courrier d'Yali vers les États-Unis. Donc ça peut traverser plusieurs routes. Lorsque ça arrive à destination, donc là aussi, donc ça remonte du service courrier vers la secrétaire de mon destinataire. Et elle va récupérer la lettre à l'intérieur. Elle va rentrer et être voilà, monsieur, vous avez reçu un courrier. Et elle lui narre le contenu. Donc, si je suis moi ici, j'ai l'impression de dialoguer avec mon vis-à-vis, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans les problèmes d'acheminement de mon courrier. Pour moi, il y a une communication qui s'est établie avec mon vis-à-vis A, entre A et B. C'est ce qu'on appelle les protocoles de bout en bout. C'est-à-dire que quand on parle de protocole, c'est une façon aussi de rédiger la lettre. C'est-à-dire, si je connais ce monsieur, je lui dis bonjour, cher ami, etc. Donc, il y a un protocole de dialogue. Donc, ce qui va permettre d'établir le dialogue entre les deux couches applicatives, en tout cas entre les deux applications, entre ces deux directeurs. Il y a aussi un protocole ici, c'est-à-dire que le fait de mettre un certain nombre d'informations sur l'enveloppe permet à ces deux, au secrétaire Hanaya, de comprendre le contenu. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a Hanaya une impression que ce sont les éléments qui dialoguent directement entre eux. Alors que l'information a dû traverser tout un réseau pour parvenir ici. Et donc, les éléments qui sont en bas, elles dialoguent entre elles, entre voisins. C'est-à-dire que les postes, lorsqu'elles acheminent les données ou elles règlent le problème, les problèmes sont réglés entre voisins, c'est-à-dire entre une poste et la prochaine poste vers laquelle je dois acheminer le courrier. Donc ce sont des problèmes de transport qui sont réglés au niveau bas, qui sont complètement ignorés par les couches supérieures, qui elles s'occupent simplement de traiter l'information avant de la donner vers l'application. Donc c'est le même principe dans les réseaux de données. Donc le cheminement se fait de la même manière que par rapport à cet exemple. Est-ce que c'est clair avant de passer à autre chose? Oui, c'est clair. D'accord. Alors, dans les réseaux de données, on a, bon, pour vous, c'est l'application. C'est-à-dire que vous êtes simplement en contact de l'application qui peut être n'importe quelle interface qui vous permet d'accéder au service réseau. La donnée, lorsqu'elle est au niveau applicatif, vous n'allez pas l'envoyer tel quel. C'est-à-dire si vous devez envoyer un fichier, vous n'envoyez pas tout le fichier dans un même bloc. À un certain moment, vous êtes obligé de le fragmenter, c'est-à-dire de le diviser en petits morceaux. Lorsque j'arrive à la couche transport, la donnée qui doit être envoyée, elle va être divisée en petits morceaux que j'appelle les segments. Donc ça, c'est une structure de données élémentaire qui est manipulée au niveau de la couche transport. Ensuite, ces segments-là, lorsqu'ils vont être envoyés à la couche réseau, donc ils vont être mis dans une enveloppe que j'appelle paquet. Donc la structure qui est manipulée au niveau réseau va être appelée paquet. Dans la couche plus basse, c'est-à-dire liaison, j'aurai une autre structure que j'appelle trame. Et enfin, au niveau physique, je fais abstraction des structures. Pour moi, c'est une séquence binaire que je dois transporter sous forme d'un signal. Alors, on va détailler cette histoire. Pourquoi différentes structures? C'est comme si j'avais des enveloppes. Tout à l'heure, on avait parlé du principe, il y a le courrier qui est envoyé par le directeur. Imaginez qu'à chaque fois que vous passez d'un service à un autre, je prends l'enveloppe, je la mets dans une autre enveloppe et je rajoute des informations. C'est-à-dire que j'ai la première lettre, elle ne contient pas d'enveloppe, c'est la donnée. Pas de la donnée, bon, on ne va pas la diviser, mais on va oublier avec le problème de fragmentation. Donc je prends la lettre, je la mets dans une enveloppe, je rajoute l'adresse, etc. Je mets avec l'adresse, l'enveloppe que j'ai obtenue, je mets dans une deuxième enveloppe, je rajoute d'autres informations. Et ainsi de suite. Donc j'ai beaucoup d'enveloppes imbriquées. Et à chaque fois que j'arrive ici, j'enlève une enveloppe. C'est-à-dire, un dé la donnée, je lui rajoute l'entête. L'entête, c'est l'information que vous mettez sur l'enveloppe. Alors, c'est une information nécessaire. Voilà, elle peut être utilisée pour traiter avec la structure au niveau de chaque couche. C'est-à-dire, ça pourrait être l'adresse, ça pourrait être le nom, etc. Donc, chaque couche a besoin d'avoir un certain nombre d'informations supplémentaires pour faire un traitement. C'est ce qu'on appelle les entêtes. Donc là, on vous dit head. Head en anglais, c'est en-tête. Donc c'est applicative head, presentation head, etc. Hein, pour dire que chaque couche va rajouter de l'information. Et donc là, j'ai une imbrication. C'est-à-dire que là, on avait dit que c'était la donnée. Ensuite, ici, j'ai un segment. Donc le segment que je vais retrouver ici, au niveau transport. Et c'est, en fin de compte, le champ de données
d'un paquet. C'est-à-dire que le paquet, c'est l'enveloppe qui va regrouper le segment. La trame ici, on avait dit que la structure que j'ai utilisée ici, c'était la trame. La trame, c'est l'enveloppe qui va contenir le paquet. Donc ici, j'ai plusieurs enveloppes, plusieurs structures imbriquées. Ok? Donc ce sont des enveloppes qui contiennent des informations supplémentaires. Je vais rajouter des informations supplémentaires pour justement faire le traitement au niveau de chaque couche. Voilà, là ici on le voit un peu plus clair, c'est-à-dire que vous avez... donc à chaque fois, donc on rajoute un en-tête. Hein. Donc on rajoute un en-tête pour créer l'enveloppe et ainsi de suite. Donc en fait, quand j'ai une imbrication de structures, structure de données qu'il faut créer à chaque fois que je passe d'une couche à une autre. À l'arrivée par contre, c'est-à-dire quand j'arrive ici, c'est-à-dire là c'est pour envoyer. Quand j'arrive ici, je décapsule, c'est-à-dire que quand j'ai réglé le problème ici, je n'ai plus besoin de ces en-têtes que j'ai rajoutées. Donc je vais récupérer le paquet qui était dans l'enveloppe et je vais l'envoyer vers la couche supérieure. Quand j'ai réglé le problème, donc j'enlève l'en-tête, j'en ai plus besoin, et je remonte ce qu'on appelle la structure segment. Lorsque j'ai tous les segments qui sont arrivés, je recompose la donnée qui va être envoyée vers la couche application. D'accord? Donc c'est une fois que je termine le traitement que j'élimine l'en-tête qui a été rajoutée pour le besoin du traitement et je donne la structure qui est dans l'enveloppe, qui a été encapsulée vers la couche supérieure. Au niveau physique, c'est pas mon problème, c'est-à-dire moi, la dernière structure que je reçois, c'est la trame, la liaison de données. Pour moi, c'est une séquence binaire, c'est une séquence de 1 et de 0. Donc, le principe TAE, c'est de faire en sorte que transformer cette séquence binaire sous forme d'un signal. Signal adapté à la carte réseau, tout dépend de la carte réseau que j'ai. Si c'est une carte réseau Wi-Fi, donc il faudra que j'adapte la séquence par rapport à des signaux qui puissent se propager dans l'air. Si c'est un câble de type téléphonique, donc il faudra que je l'adapte par rapport à un courant électrique. Si c'est de la fibre optique, ce sera un signal en signal lumineuse, donc en signaux optiques, donc adapté à la fibre optique. Alors la couche physique, justement, c'est le rôle TAHA, c'est d'adapter donc l'information à envoyer par rapport au support, mais avant d'envoyer le signal, elle a besoin de créer ce qu'on appelle une connexion physique. Donc vous ne pouvez pas envoyer un signal si vous n'établissez pas au départ une connexion physique. Un exemple, lorsque vous faites un appel téléphonique, lorsque vous appelez quelqu'un, la première chose qui est établie, c'est une connexion physique entre votre téléphone et le téléphone de votre correspondant. C'est-à-dire que vous avez la tonalité, d'inscrire la tonalité, ça sonne. C'est une fois que ça sonne que vous avez établi une connexion physique. S'il n'y a pas d'établissement de connexion physique, vous ne pouvez pas avoir d'échange par la suite de données. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une connexion physique. C'est-à-dire que le prochain équipement voisin, accepte de recevoir mon signal. S'il refuse de recevoir mon signal, je ne peux pas lui envoyer. Donc, il faut qu'il y ait d'abord un accord physique, c'est-à-dire sous forme d'un signal, pour dire voilà, tu peux m'envoyer ton signal de données. D'accord? Donc il y a l'établissement de la connexion physique, ensuite l'envoi du signal. Une fois que j'ai terminé d'envoyer le signal, je peux rompre cette connexion physique. Voilà, donc ça c'est le rôle de la couche physique. Ensuite, la couche plus haute, ce qu'on appelle la couche liaison. On vient de dire que le rôle TAHA, c'est de préparer une structure que j'appelle trame. C'est-à-dire qu'elle va créer des structures de données, une enveloppe que j'appelle la trame. Dans cette trame-là, je vais rajouter des adresses que j'appelle les adresses physiques. C'est quoi ces adresses physiques? Elles permettent d'identifier deux machines directement connectées, c'est-à-dire qui se trouvent dans le même réseau. Donc, les adresses physiques, c'est comme le nom et le prénom d'Intercom, c'est-à-dire qu'elles vont permettre d'identifier des personnes de manière unique.
Donc le nom et le prénom, on peut le considérer comme étant une adresse physique. C'est-à-dire que je ne vais pas trouver deux cartes réseau qui ont la même adresse physique. Chaque carte réseau qui est fabriquée dans le monde, elle a forcément une adresse physique qui lui est propre. D'accord. Donc ça permet d'identifier l'émetteur et le récepteur qui sont directement connectés. Donc c'est ça à quoi vont servir les adresses MAC. Donc je vais les retrouver dans l'entête. L'entête qu'on avait rajouté dans la structure tram. Donc à chaque fois on rajoute une enveloppe. Donc je vais rajouter ces adresses-là. Et pour former la structure tram. Et là aussi, j'ai besoin de créer une connexion. En plus de la connexion physique qui a été établie, il faut une connexion logique. C'est-à-dire, c'est quoi la connexion logique? Toujours par rapport à l'appel téléphonique. Lorsque vous cherchez à appeler quelqu'un, donc il y a d'abord, ça sonne chez votre correspondant, bah, il décroche. Une fois qu'il décroche, bon, vous n'allez pas commencer directement à parler. Normalement, la logique, vous dites allô, le fameux code. Et vous vous identifiez. Bah, vous vous identifiez. L'autre, soit il vous connaît, soit il vous connaît pas. Bon, même s'il vous connaît, peut-être qu'il n'a pas envie de parler avec vous. C'est-à-dire que le fait de décrocher n'implique pas forcément que j'ai envie d'engager la communication. Je peux te dire, voilà, je suis encombré actuellement, ou là j'ai des choses à faire, je te rappelle plus tard. Et donc, je raccroche. Donc, il faut d'abord que les deux correspondants acceptent de communiquer. Donc, on va établir un deuxième niveau de connexion qu'on appelle la connexion logique. Donc, c'est une fois que les deux sont d'accord pour communiquer que je peux commencer à converser, c'est-à-dire à parler. Donc, c'est la même chose pour les ordinateurs. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que les deux couches acceptent d'envoyer ce qu'on appelle les trames. Si elles sont d'accord d'envoyer les trames, j'établis au départ donc, début de connexion, j'envoie ma trame et à la fin, lorsque je termine d'envoyer ces trames-là, je rends la connexion logique. Mais pour que la connexion logique puisse être établie, il faudrait d'abord qu'il y ait une connexion physique. Donc la connexion physique, elle est nécessaire, elle est au niveau signal. Une fois que elle est établie, je peux établir des connexions logiques à différents niveaux. Ensuite, que va faire la couche 2? Elle va faire une opération supplémentaire, c'est qu'elle va vérifier que les trames qui sont échangées entre deux voisins sur une même liaison, ce qu'on appelle une liaison. Alors une liaison, c'est une connexion qui relie deux voisins directs. Elle va s'assurer que la trame qui est échangée arrive sans qu'il y ait d'erreur, sans qu'il y ait de duplication ni perte. Parce que vous envoyez un signal ici, qui représente une donnée. Vous n'avez aucune garantie que la donnée que vous êtes en train d'envoyer ne va pas subir une perturbation, une modification. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des 1 qui se transforment en 0 ou là des 0 qui se transforment en 1 pendant qu'ils circulent sur le câble. Donc on va rajouter un certain nombre d'informations ici. Tout à l'heure, je n'avais pas... Si vous prenez la couche ici, on va rajouter ce qu'on appelle non-que, c'est-à-dire de l'information supplémentaire pour contrôler le contenu. Pour contrôler le contenu de la donnée. Donc, si à l'arrivée, on va constater qu'il y a eu des modifications, donc on va demander à retransmettre les trames qui ont été suspectées justement d'erreur. D'accord? Donc, il faudrait que la trame puisse arriver ici sans erreur pour que je puisse la transférer vers le prochain voisin dans le chemin qui mène vers la destination. Parce que ça, ce sont des intermédiaires. Sans perte, c'est-à-dire là aussi, le paquet peut être perdu, il peut ne pas arriver, hein. Il peut être perdu, il peut arriver deux fois. Si vous avez demandé à retransmettre, il a envoyé plusieurs fois, il a envoyé plusieurs copies de ce message-là ou de cette trame-là. Il faudrait aussi que vous détectez si les trames que vous avez reçues ne sont pas des copies des messages que vous avez déjà reçus. Donc là, c'est le rôle de la couche trame. Donc elle va faire en sorte de justement vérifier est-ce que les trames ne sont pas des duplications, ne contiennent pas d'erreurs, et aussi détecter lorsqu'il y a eu une perte de ces trames-là. Donc je le fais, cette opération, je la fais sur chacune des liaisons qui séparent le circuit entre l'émetteur et le destinataire final. D'accord? Donc ça, c'est le rôle de la couche 2. Une fois que la trame a été bien reçue,
je dois m'occuper des problèmes de routage. C'est-à-dire que je remonte le contenu qui était enveloppé dans la trame. La trame, c'est une enveloppe qui contient à l'intérieur ce qu'on appelle le paquet. Donc elle va récupérer le paquet, il est bien reçu, il ne contient pas d'erreur, elle l'envoie vers la couche haute, c'est-à-dire la couche réseau. La couche réseau, c'est quoi? Elle va décider quel est le prochain chemin, quel est le chemin qui mène vers la destination, c'est-à-dire quel est le prochain voisin vers lequel je vais envoyer la donnée pour arriver à la destination. Ça, c'est un problème de routage. Il est réglé au niveau de la couche réseau. Comment elle va le régler? Elle a ce qu'on appelle des tables de routage. Ça, on le verra dans le dernier chapitre. C'est-à-dire que grâce à des tables de routage, elle sait vers quelle sortie, parce que je n'ai pas qu'une seule sortie, j'ai plusieurs sorties, vers quelle sortie je dois router la donnée. Là, on a un exemple. Vous avez cette machine-là et cette machine. Donc, la trame va se trimballer de là à là, de là à là, et à un certain moment, donc, si j'ai plusieurs possibilités vers laquelle router mon paquet. Donc, j'ai soit cette sortie-là. Donc, dans la couche réseau, donc on va me dire le meilleur chemin pour aller de là vers la destination, c'est de passer par cet équipement, par ce routeur-là. Donc, je vais envoyer le paquet. Je vais dire, voilà, le paquet il doit passer par ce chemin-là. Alors, je vais répéter la même opération à ce niveau-là, c'est-à-dire que lorsqu'il reçoit le paquet, il va vérifier est-ce qu'il ne contient pas d'erreur. Ensuite, s'il ne contient pas d'erreur, il va essayer de trouver quel est le prochain voisin vers lequel router le paquet pour qu'il arrive ici. Donc, il va se dire, voilà, ce n'est pas ce chemin-là, c'est ce chemin-là. Donc, il va le router vers ce réseau jusqu'à que le paquet arrive à destination. Donc, c'est ça le processus de routage. Donc, il se fait saut par saut, c'est-à-dire à chaque niveau, à chaque fois que je suis au niveau d'un routeur, je détermine le prochain voisin vers lequel je dois faire transiter le paquet. Alors, pour faire le routage, j'ai besoin d'un autre niveau d'adresse qu'on appelle les adresses logiques. Tout à l'heure, on avait parlé d'adresses physiques. On a les adresses physiques servent à identifier deux voisins. Maintenant, comment identifier la source et la destination? Je ne le fais pas avec les adresses physiques, je les fais avec les adresses logiques. Les adresses logiques, la différence, c'est qu'elles peuvent changer parce qu'elles ne sont pas liées à l'identité des machines, mais à la localisation des machines, c'est-à-dire qu'elles me permettent de savoir où je suis dans le réseau. Donc, c'est un autre niveau d'adresse. C'est-à-dire que là, l'adresse logique, elle va être utilisée pour trouver le chemin où est localisée la machine distante. Donc les adresses logiques, je vais les manipuler au niveau couche réseau. Les adresses physiques, je vais les manipuler au niveau de la couche liaison. Donc tout à l'heure, quand on avait apporté la couche liaison, il y a des adresses physiques. Donc les adresses physiques, je vais les retrouver ici. Donc elles permettent d'identifier deux équipements voisins. C'est pour transporter l'information sur un même réseau. Lorsque je dois transporter l'information au-delà de mon réseau, c'est-à-dire destiné à un équipement qui n'est pas directement voisin à moi, je dois rajouter les adresses logiques. Et ces adresses logiques, elles sont manipulées au niveau du paquet. C'est-à-dire que je vais les retrouver dans l'entête du paquet. Dans l'enveloppe du paquet, c'est là où je vais mettre l'adresse logique. Alors, un exemple pour que vous compreniez c'est les utilisations des adresses logiques et les adresses physiques. On va dire qu'il y a quelqu'un que vous connaissez dans votre quartier. Donc, il habite votre quartier. Donc, la personne, vous l'identifiez comment? Vous l'identifiez par son nom et un prénom. C'est-à-dire, lorsque vous voulez lui parler, dès que vous le voyez, vous l'interpellez. Ya Mohamed, voilà, viens, j'ai envie de te parler. Donc, la communication avec cette personne-là se fait grâce au nom et prénom. C'est-à-dire que vous l'identifiez avec ça. Ça, c'est l'adresse physique. Imaginez que cette personne, elle a déménagé. Elle n'est plus dans votre quartier. Elle habite un autre quartier. Comment vous allez communiquer avec elle? C'est peut-être en lui envoyant une lettre, c'est-à-dire la lettre vers cette personne. Mais pour que vous puissiez lui envoyer une lettre, vous avez besoin de connaître quoi? L'adresse postale, où est-ce qu'il habite. Donc l'adresse postale va jouer le rôle ici d'adresse logique. Pourquoi? Parce que c'est une adresse qui est dynamique. Elle n'est pas fixe, contrairement au nom prénom qui ne m'ont pas changé, il va toujours s'appeler Mohamed. Mais par contre, l'adresse logique, l'adresse postale Tao, elle va changer en fonction de là où il habite. Donc actuellement, on va dire qu'il habite une autre ville, Oran. On est à Alger, il habite Oran. Donc,
dans la lettre que vous allez écrire, vous allez mettre nom et prénom et vous allez mettre son adresse postale qui est à Oran. Donc, le message, lorsqu'il va transiter, il va transiter donc par rapport à un chemin qu'il va prendre pour arriver à la destination. Donc, la personne va se reconnaître à travers l'adresse logique qui est là où il habite et par rapport à l'adresse physique, parce que dans son domicile, il se peut qu'il y ait plusieurs personnes qui... il n'est pas le seul à y habiter, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui habitent avec lui. Donc, comment il va récupérer l'information? À travers l'adresse postale, c'est-à-dire là où il est, plus le nom et prénom, c'est l'identifiant TAO, c'est-à-dire qui permet de dire que la lettre lui est directement envoyée. Elle n'est pas envoyée à quelqu'un d'autre qui habiterait dans le même domicile que lui. D'accord? Donc c'est ça les différences d'adresse. Donc dans les réseaux, donc l'adresse logique, elle va permettre de localiser l'équipement où est-ce qu'il est, dans quel réseau il se trouve, et l'adresse physique, elle va permettre d'identifier la machine elle-même. Donc lorsque j'arrive dans le réseau final, là je vais distinguer quel est le destinataire. Parce qu'il y a plusieurs machines dans le réseau qui mènent. Je peux avoir par exemple plusieurs machines qui sont ici. Donc Hadouma, ils ont toujours, peut-être ils ont la même, c'est-à-dire la même localisation. Mais ce qui va permettre de les distinguer, c'est l'adresse physique tahom, c'est-à-dire l'identifiant, le nom et le prénom, ce qu'on avait dit tout à l'heure pour la personne. Donc ces adresses logiques, je vais les mettre dans l'entête. Et elles ne vont pas changer, c'est-à-dire qu'elles vont rester les mêmes, ce qui va permettre de faire le routage au niveau des nœuds intermédiaires. Alors, comment on choisit les chemins? C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait dit il se peut qu'il y ait plusieurs chemins possibles à la sortie d'un routeur. Et je choisis un. Est-ce que je le choisis au hasard ou là je le choisis par rapport à des critères? En fin de compte, je le choisis par rapport à des critères dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'application. L'application qui a demandé à accéder au service réseau, elle a peut-être des exigences, c'est-à-dire qu'elle a des besoins particuliers en débit, en sécurité, en fiabilité, c'est-à-dire que par rapport aux erreurs qui peuvent se produire, etc. etc. Donc, ça, ce sont des exigences qui sont spécifiées par les couches hautes, c'est-à-dire la couche transport et la couche application. C'est eux qui vont spécifier quel est le type d'acheminement ou là de routage je vais appliquer sur la donnée que je vais transporter. Et donc, les couches basses, réseau, liaison, elles vont se charger de garantir est-ce que les exigences qui ont été donc demandées soient respectées pendant qu'ils font le routage. C'est-à-dire lorsque je choisis le chemin, la sortie, de telle façon à ce que le débit qui est offert au niveau de cette sortie-là satisfasse ce qui a été demandé par l'application de départ. Si l'application de départ m'a demandé d'avoir un débit maximum, donc là je vais choisir la liaison, la sortie qui m'offre ce débit maximum. Ok? Donc c'est comme ça que je choisis les chemins. Donc les chemins sont choisis de telle façon à respecter ce qui a été demandé par l'application. Si l'application n'a rien demandé, dans ce cas-là, je peux choisir un chemin au hasard. Et donc, qui va établir ces exigences-là? C'est la couche transport. La couche transport, on avait dit, c'est la couche intermédiaire entre les couches hautes et les couches basses. Elle va établir un certain nombre de paramètres, ce qu'on appelle les paramètres de qualité de service. C'est quoi ces paramètres de qualité de service? Ce sont des paramètres transparents pour vous, c'est-à-dire vous ne les connaissez pas. Mais elles sont fixées par l'application, c'est-à-dire que si vous faites un téléchargement de fichiers, les paramètres de qualité de service ne sont pas les mêmes si vous récupérez une page web. Si vous, là actuellement on est en train de faire de la visioconférence, les paramètres de qualité de service ne sont pas les mêmes que si vous avez demandé à télécharger un fichier. Donc chaque application que vous lancez qui va faire appel au service réseau va demander ou la demander à ce que les données soient transportées avec une certaine qualité de service. Il est clair. Là maintenant je suis en train de parler avec vous. Quels sont les paramètres de qualité de service que je dois favoriser, à votre avis? Qu'est-ce que je dois m'assurer par rapport à la visioconférence? Allô? Est-ce que vous êtes là? Oui.
Voilà. Alors, si je fais de la visioconférence, je dois m'assurer de quel type de qualité? Un bon débit de connexion. Oui, un bon débit de connexion aussi. Pourquoi un bon débit de connexion? Par exemple, PDF. Non, non, là, c'est pas un PDF. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est pas un PDF, c'est une vidéo. Vous êtes en train de voir une vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un acheminement à la voie terrestre, la voie IP, et une vidéo qui est aussi envoyée en temps réel. C'est-à-dire quand je bouge la souris ici, vous avez aussi l'illustration que la souris bouge à votre niveau. Donc c'est en temps réel, j'envoie quasiment 30 images à la seconde. D'accord? Donc vous avez un flux de données qui va consommer énormément de débit. Donc il faudrait que le débit soit élevé. Mais indépendamment du débit, il faudrait que le temps de transfert soit minimisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de retard. Il faudrait que la donnée arrive le plus tôt possible vers le destinataire. Il ne faut pas qu'il y ait des coupures. C'est-à-dire que quand je suis en train de parler, il faudrait que la voie terrestre vous arrive à tous sans qu'il y ait de coupure, sans qu'elle soit modifiée. Donc ça, c'est une exigence importante. Même si elle est modifiée par moment, parce qu'il y a des erreurs, elle dit que je peux l'accepter. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'il y ait une coupure. C'est-à-dire que le flux s'arrête pendant quelques secondes avant qu'il reprenne. Ça, je ne peux pas l'accepter, par exemple, dans le cas de la visioconférence. C'est une exigence haute. C'est-à-dire que le réseau doit faire en sorte d'acheminer les données sans retard. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de retard au niveau des commutateurs. Parce que les commutateurs, ils vont recevoir plusieurs flux. Ils ont des files d'attente. C'est-à-dire qu'ils ne traitent pas, ils traitent les données par priorité. Donc les paquets qui vont constituer le flux TAI doivent être traités en priorité pour qu'ils soient acheminés le plus rapidement possible à la destination. Ça, c'est une exigence de l'application de visioconférence. Cette exigence-là, je ne peux pas l'appliquer pour le web. Le web, je peux attendre, je ne suis pas pressé. C'est-à-dire je n'oblige pas à ce que les paquets constituant la page arrivent instantanément sans qu'il y ait de retard. Ok, donc je peux avoir une priorité faible. Donc le traitement ne se fait pas de la même manière. Dans le cas du téléchargement de fichiers, je n'ai pas aussi une exigence par rapport à la rapidité, mais j'ai une exigence par rapport au débit, parce que j'ai besoin de télécharger le fichier très rapidement. Je ne dois pas traîner. Voilà. Parce que quand je fais un téléchargement, j'ouvre une session, c'est-à-dire c'est une connexion limitée en temps. Donc il faudrait que pendant avec la connexion que j'établis, je dois télécharger rapidement le fichier. Si je ne le télécharge pas, je peux avoir une coupure, c'est-à-dire que le téléchargement s'arrête. Parce que quand on fait un téléchargement, j'oblige le serveur qui m'envoie le fichier à être connecté avec moi, à être synchronisé avec moi. Donc il ne peut pas rester trop longtemps avec moi. Il va me donner par exemple, il va me dire 15 minutes pour télécharger le fichier. Au bout de ces 15 minutes, si j'ai pas terminé, il va me dire c'est bon, hein, moi je ne peux pas rester plus longtemps avec toi. Essaie d'avoir une connexion meilleure pour télécharger ton fichier. Donc, dans ce cas-là, j'ai besoin simplement de maximiser le débit, c'est-à-dire d'utiliser un débit à son maximum. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, lorsque vous téléchargez un fichier, si vous mesurez le débit, vous n'avez pas le même débit consommé que si vous faites un téléchargement de fichier. Avec un téléchargement de fichier, vous avez une vitesse de transmission qui est plus rapide. Donc voilà, chaque application va poser ses exigences de qualité de service. Et ces exigences de qualité de service, elles sont surveillées par la couche transport, c'est-à-dire c'est elle qui reçoit les exigences et elle va commencer à surveiller le réseau, c'est-à-dire qu'elle va surveiller ce que va faire la couche réseau. Parce que vous pouvez exiger, vous n'avez aucune garantie que le réseau va vous offrir, parce que le réseau vous offre ce qu'il a. Donc vous demandez à la carte réseau, lorsqu'elle va, plutôt à la couche réseau, lorsqu'elle va faire le transport de données, c'est-à-dire tous les équipements intermédiaires, à faire en sorte de respecter ces paramètres-là. Si ils respectent, tant mieux. Donc quasiment, la couche transport n'aura rien à faire. Par contre, si elle trouve que les paramètres, ou là, par exemple les délais d'acheminement sont assez grands, ou le débit n'est pas celui qu'elle a demandé, elle peut remettre en cause le travail des couches passes, c'est-à-dire elle va leur dire le routage que vous offrez actuellement ne permet pas d'atteindre justement ce qu'on avait demandé. Donc, elle va demander à essayer de trouver, par exemple, un autre routage pour établir justement le transport des données. Ce qui peut être le cas maintenant. Par exemple, je suis en train de vous parler, à un certain moment, il y a une dégradation de la qualité.
Donc c'est le rôle de la couche transport. Donc si elle constate qu'il y a une dégradation de la qualité, elle peut demander au réseau de trouver d'autres chemins pour acheminer la voix et la vidéo. Si elle trouve, tant mieux. Si elle ne trouve pas, eh ben, elle va essayer toujours, mais sans garantie de succès. C'est-à-dire, maintenant, le réseau ne peut pas toujours m'offrir ce que je demande. Il offre par rapport aux disponibilités en termes de chemin, parce qu'il se peut que tous les chemins sont saturés du fait des communications qu'ils traversent. Aussi, dans la couche transport, je peux trouver plusieurs flux, c'est-à-dire que je ne vais pas m'assurer de transporter un flux de données, je vais m'assurer de multiplexer plusieurs flux de données. Pourquoi? Parce que vous accédez au service réseau. Vous pouvez avoir plusieurs applications qui tournent. Vous pouvez lancer plusieurs instances de navigateur. Sur une instance, une fenêtre Terra Google Chrome, vous faites une recherche. Sur une autre, vous allez sur consulter votre messagerie. Sur une autre, vous allez sur YouTube, etc. Donc, vous avez plusieurs applications qui sont en train d'accéder au réseau. Donc, ils ont des flux différents. Donc, tous ces flux-là, ils vont être gérés par la couche transport. Donc, c'est elle qui va les faire en sorte de les multiplexer, c'est-à-dire multiplexer au niveau d'une même connexion. Vous avez une même connexion Internet qui permet de transporter tous ces flux. Et donc la gestion de ces flux-là se fait au niveau de la couche transport. Alors la couche transport, si elle a besoin de récupérer plusieurs flux à partir d'une même machine, maintenant vous avez interrogé par exemple un serveur. Et sur ce serveur-là, vous devez récupérer plusieurs images. Chaque image, c'est un flux. Parce que pour pouvoir reconstituer les images, je ne dois pas mélanger les données. C'est-à-dire une image peut être ensuite décomposée. L'image, elle est décomposée en segments. C'est-à-dire que l'image, je ne la transporte pas en un bloc. Je la transporte en plusieurs blocs. Parce qu'elle peut être volumineuse. Donc, chaque segment va transporter une partie de cette image. Donc, si je dois récupérer 3 images, j'aurai plusieurs segments. Donc, ils vont utiliser la même transmission, la même couche transport, donc la même connexion transport. À l'arrivée, il faudrait que je puisse récupérer les segments, les démultiplexer pour pouvoir reconstituer chaque image. Donc ça, c'est le rôle de la couche transport, c'est-à-dire d'identifier les données au niveau propre à chaque flux. Aussi, donc, si je dois communiquer avec une seule machine et récupérer plusieurs données, je dois établir au départ ce qu'on appelle une connexion transport, c'est-à-dire c'est une connexion logique. Tout à l'heure on avait parlé de connexion physique, de connexion logique. Chaque protocole doit établir des connexions. Au niveau transport, j'établis une connexion logique de bout en bout, c'est-à-dire que, revenons vers l'architecture Terry. Voilà. Là, les protocoles se font en vis-à-vis, c'est-à-dire entre équipements adjacents. Là, le protocole ici, il se fait de bout en bout, c'est-à-dire que la connexion qui va être établie, c'est entre moi et le destinataire final, c'est-à-dire la machine de laquelle je vais récupérer les données. Donc, il faudrait qu'elle accepte de m'envoyer les données. C'est-à-dire, une fois que la requête elle a traversé tout le réseau, elle est arrivée ici. Bah, je peux refuser d'envoyer les données. Tu m'as demandé, par exemple, de récupérer une image. D'abord, avant de me demander de récupérer les images, tu demandes la permission de me parler, de m'envoyer la requête. Si je ne veux pas te parler, je ne reçois même pas ta requête. Donc, les protocoles Hadoma O demandent d'établir d'abord une connexion, c'est-à-dire une autorisation de pouvoir communiquer. D'accord? C'est-à-dire, ici, il faudrait que la couche transport accepte de me parler avant de recevoir ma requête. Lorsqu'elle accepte, on établit une connexion de transport et là on peut s'échanger des flux, c'est-à-dire récupérer les fameuses images qui sont stockées à mon niveau. D'accord? Alors je reviens vers donc, dans une connexion transport, ce que j'ai dit tout à l'heure, je peux transporter plusieurs flux. Donc, si toutes les images se trouvent dans la même machine, donc c'est une même connexion transport qui a été établie. Je ne vais pas créer une connexion transport pour chaque image, non. Parce que la connexion transport, elle permet de relier deux machines, c'est-à-dire deux ordinateurs. Maintenant, si les applications
qui ont demandé le service à récupérer les images, et les images viennent d'une même machine. Donc j'ai besoin simplement de créer une seule connexion de transport. Donc maintenant, s'il y a une quatrième image qui vient d'un autre serveur, là je suis obligé de créer une connexion de transport avec ce nouveau serveur, parce que c'est une machine qui est différente. Alors la couche session, c'est la couche hôte. Hadi, elle va établir une connexion entre les applications. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs applications, par exemple, vous avez ouvert plusieurs instances, tu as le navigateur Google. Vous faites une recherche, vous allez voir votre Gmail, vous allez voir votre Drive. C'est plusieurs instances, tu as Gmail, et toutes ces instances, toutes ces fenêtres-là vont interroger, on va dire, le même ordinateur. Donc, j'ai besoin de créer des connexions session. C'est ce qui va permettre de maintenant de démultiplexer. Tout à l'heure, on avait dit les flux sont mélangés. Et à un certain moment, à l'arrivée, il faudra démultiplexer les flux pour les remonter vers la bonne fenêtre, pour qu'il n'y ait pas de mélange de données. Maintenant, là où j'ai fait les recherches, je récupère les données à la recherche. Là où j'ai fait une consultation dans le Drive, je vois le contenu dans mon Drive, etc. Donc, comment faire le démultiplexage? C'est en créant une session logique entre les applications, c'est-à-dire entre l'application qui a demandé la requête réseau et pour qu'elle puisse récupérer le flux. Donc ça se fait entre la connexion et le serveur que j'interroge pour récupérer la donnée. Donc il y a une connexion logique comme il y a une connexion transport, c'est-à-dire que chaque connexion transport va faire appel, peut contenir plusieurs connexions logiques. Donc la connexion transport se fait entre deux équipements, entre deux machines. La connexion logique se fait entre les applications. C'est-à-dire chaque application va créer une connexion avec l'application qui lui correspond dans la machine distante. La session, elle va aussi permettre d'établir une synchronisation dans le flux. C'est-à-dire quand je suis en train d'échanger le flux entre les deux applications, je peux mettre des points de synchronisation. Alors à quoi servent ces points de synchronisation? Je vous donne un exemple lorsque vous êtes en train de télécharger un fichier, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. La session, lorsqu'elle est ouverte, elle ne dure pas. C'est-à-dire quand on vous établit une connexion session entre une application et une autre, c'est une session qui a une durée de temps fixe. Pourquoi? Parce qu'elle va monopoliser les ressources vers le serveur. Et le serveur n'est pas là pour rester avec vous indéfiniment. Il est là pour vous donner un certain temps pour traiter votre requête et vous envoyer les données. Au-delà d'un certain temps, il vous dit c'est bon, moi je ne reste pas longtemps avec toi. Si tu as récupéré les données, tant mieux. Si tu n'as pas récupéré, tu refais ta demande plus tard. Ce qui est arrivé par exemple lorsque vous avez eu votre bac, vous avez consulté le serveur pour voir les résultats. Et ce serveur-là était surchargé, c'est-à-dire qu'il fallait recommencer plusieurs fois pour voir les résultats. Pourquoi? Parce qu'il a une capacité de traitement. Il donne une session de travail pour traiter les requêtes qui lui arrivent. S'il n'a pas les capacités, donc il rejette toutes les autres requêtes. Et donc la durée de la session elle est limitée pour pouvoir traiter les requêtes suivantes. Donc un serveur peut traiter un certain nombre de requêtes en même temps, en simultané, on va dire 10-20 requêtes. Et pour chaque requête, il lui donne un temps de session, c'est-à-dire qu'il va monopoliser des ressources pour le traitement de cette requête-là. Au bout de ce temps-là, eh ben, il est obligé, même si par exemple vous n'avez pas récupéré votre page web ou vous n'avez pas téléchargé les données, et vous dit c'est bon, je suis obligé de passer à d'autres requêtes. Donc, pendant la session Hadi, si je suis en train par exemple de faire un téléchargement de fichiers, il va insérer des points de synchronisation. À quoi vont servir ces points de synchronisation? C'est que si vous n'avez pas récupéré votre fichier au bout de la session, au bout du temps limite alloué à la session, lorsque vous allez recommencer la prochaine fois, vous n'allez pas recommencer à partir du début. Vous allez recommencer à partir du dernier point de synchronisation qui a été inséré. Donc c'est grâce à ces points de synchronisation que je vais refaire le téléchargement à partir de là où je me suis arrêté la dernière fois. S'il n'y a pas ces points de synchronisation, je suis obligé de refaire le téléchargement à partir du départ. D'accord? Donc ça vous arrive des fois de télécharger un fichier parce que votre connexion elle est mauvaise, vous n'avez pas le temps de récupérer tout le fichier qui est volumineux. Et donc au bout d'un certain temps, la session elle est remplie et il vous dit c'est bon, vous devez vous reconnecter une deuxième fois. Et lorsque vous vous reconnectez, vous n'allez pas vous reconnecter à partir du départ. Maintenant, vous n'allez pas retélécharger à partir du départ, vous retéléchargez à partir
de ce que vous avez, de la limite où vous êtes arrêté la dernière fois. Donc, ça, c'est ce qui est réalisé par la couche session. Alors, je termine rapidement les deux dernières couches et je vous libère. La couche présentation qui est haute, elle sert à préparer les données avant qu'ils ne soient traités par la couche application. Pourquoi? Parce que dans la couche, dans les applications, par exemple, on prend les navigateurs. On n'a pas qu'un seul navigateur. On a Opera, on a Google Chrome, on a Netscape, on a Mozilla, etc. Tous ces navigateurs peuvent ne pas fonctionner de la même manière. Même les OS, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation, vous avez Unix, vous avez Windows, vous avez celui qu'on utilise dans les téléphones portables, j'ai oublié le nom. Donc tous ces systèmes d'exploitation ont un fonctionnement différent. Donc la représentation des caractères, la représentation des nombres, même les machines, c'est-à-dire les processeurs sont différents. Donc d'une machine à une autre, je peux avoir des différences dans la représentation des caractères, dans la représentation des nombres, dans la représentation des unités logiques d'information, c'est-à-dire les emails, les fichiers, etc. Un système Windows ne représente pas de la même façon un fichier que par exemple dans Unix ou la Linux. Quand je suis amené à transporter ces données-là dans un réseau entre des équipements qui utilisent soit des navigateurs différents, soit des systèmes d'exploitation différents, il faudra préparer l'information dans un format universel. C'est un format qui puisse être compris par tous les équipements. Donc c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire lorsqu'il y a envoi, donc je vais transporter par exemple si c'était par exemple un message, un mail, je dois l'envoyer de Hotmail vers Gmail. Il faudra le traduire vers un format universel. Lorsque le format universel arrive à destination, donc je vais le traduire vers le format qui est utilisé par Gmail. Donc la couche présentation, elle va permettre, si vous voulez, d'être un traducteur. Elle traduit tous les formats différents vers un format universel qui est connu par tous avant l'affichage, c'est-à-dire que l'affichage se fait au niveau de la couche application. C'est aussi à ce stade-là, au niveau de la couche présentation, que je peux implémenter ce qu'on appelle des méthodes de chiffrement ou là de cryptage. C'est quoi le cryptage? C'est faire en sorte que les données, si elles sont récupérées par une machine intermédiaire, ça peut arriver, le piratage, c'est-à-dire que votre destinataire n'est pas forcément dans le même réseau que vous. Ça, on l'a dit. Donc, la donnée peut traverser des machines intermédiaires. Et ces machines intermédiaires peuvent sniffer, c'est-à-dire récupérer la donnée pour des raisons, ou là pour soit lire le contenu, parce qu'on peut avoir aussi des contenus sensibles, hein, qui m'a des numéros de carte de crédit, ou là des numéros. Donc, ces informations devraient être cryptées, c'est-à-dire qu'elles devraient être les données devraient être rendues illisibles pour que les machines intermédiaires ne peuvent pas connaître le contenu avec. Celui qui peut lire le contenu, c'est le destinataire, parce qu'il connaît la façon dont a été chiffré mon message. Donc il n'y a que moi et le destinataire final qui peut justement rendre le contenu lisible. Toutes les machines intermédiaires, si elles reçoivent le message, elles vont le recevoir dans une version non chiffrable, c'est-à-dire que non lisible. D'accord? Donc ce sont les techniques-là qui vont être implémentées au niveau de la couche présentation pour rendre justement le message crypté, donc illisible pour les machines intermédiaires. Je peux aussi, à ce niveau-là, implémenter des techniques aussi de compression de données. C'est-à-dire si la donnée est volumineuse, je peux la compresser pour qu'elle prenne moins de volume. Alors tout ça, après avoir chiffré, après avoir préparé l'information, donc je peux la remonter vers la couche application pour qu'elle puisse être affichée. Donc la couche application, c'est quoi? C'est l'interface. C'est l'interface qui va permettre de communiquer, de permettre à l'utilisateur de communiquer avec le réseau. Donc elle va permettre soit d'envoyer les requêtes et en contrepartie d'afficher les résultats de ces requêtes au niveau de l'application qui a invoqué le réseau. Donc vous avez plusieurs applications. Vous avez la plus courante, celle que vous utilisez le plus, c'est le navigateur. Et vous pouvez avoir une application de téléchargement de fichiers, vous pouvez avoir une application que vous avez développée vous-même, vous pouvez avoir une application par exemple de chat, etc. Donc il y a plusieurs applications qui permettent d'accéder au réseau. Donc au niveau des applications, j'utilise aussi des protocoles adaptés au type
de requêtes que j'envoie. Par exemple, lorsque vous invoquez le web, vous récupérez une page web, vous avez un protocole applicatif que vous invoquez, c'est HTTP. HTTP permet de coder les requêtes. Donc pour coder les requêtes, vous utilisez donc ce protocole-là. Et donc les résultats aussi sont codés à travers donc, ce qu'on appelle le code HTML, mais toujours encadré par des requêtes HTTP. Si vous faites un téléchargement de fichiers, vous allez invoquer le protocole FTP et ainsi de suite. Donc si vous récupérez un message, par exemple pour la messagerie, c'est SMTP. Donc chacun a ses propres protocoles. Chaque application a ses propres protocoles dédiés. Voilà. Donc on a terminé. Est-ce qu'il y a des questions avant de vous libérer? Allô? Est-ce que vous êtes là? Alors, s'il vous plaît, pour le troisième cours, est-ce qu'on le fait demain à 1h ou mercredi? Donc, où est-ce que vous êtes disponible? Vous êtes concerté entre vous? Mercredi à 1h, ok. Donc s'il y a un changement, vous me confirmez s'il vous plaît. Donc on va dire mercredi à 1h, Inch'Allah. Allez, au revoir.